Un cadeau posé au pied du sapin, le bruit du papier qu'on déchire, et la boîte de Lego apparaît. Vous soulevez le couvercle, les brides se déversent sur le sol, et le temps disparaît. Il y a des marques qui vendent des produits, et il y a celles qui accompagnent toute une enfance. Depuis 1932, Lego, la célèbre marque danoise fondée par Ole Kirk Christiansen, traverse les générations. Les parents y ont joué, les enfants y jouent encore. Et aujourd'hui, les mêmes enfants devenus adultes rachètent les sets de leur enfance. Ils les stockent, ils les protègent et ils attendent. Pourquoi font-ils ça? Par nostalgie? Sans doute un petit peu, mais pas seulement. Ils le font aussi parce que certaines de ces boîtes, que l'on ouvrait sans réfléchir, valent aujourd'hui parfois des centaines, voire des milliers d'euros. Comme quoi, certains cadeaux de Noël vieillissent mieux que certains placements financiers. Lego n'est plus seulement un souvenir, c'est devenu un investissement, un vrai. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pourquoi investir dans les Lego peut rapporter gros? Comment certains sets prennent de la valeur et pourquoi le vrai combat n'est pas de vendre au bon prix, mais de ne surtout pas ouvrir la boîte. D'abord, il faut commencer par clarifier une chose. Quand on parle d'un set Lego, on parle d'un ensemble précis. Une boîte avec un nombre exact de briques, un thème, un nom, une référence, une notice et un prix de lancement. Un set, ce n'est pas des Lego en vrac, c'est un produit fini, pensé comme tel, vendu pendant une période limitée. Cette idée de production limitée, c'est fondamental, il faut bien que vous la compreniez. Chez Lego, un set sort, il est vendu pendant quelques années, puis un jour, Lego arrête de le produire. Dans le jargon, on dit qu'il est retiré du catalogue. À partir de ce moment-là, la règle est simple. Il n'y aura plus jamais de nouvelle boîte de ce set précis. L'offre devient figée, définitive. C'est tellement structuré que Lego a même une section dernière chance sur son shop pour prévenir les acheteurs avant le retrait définitif. En face, la demande, elle, ne tarit pas. Au contraire, elle est portée par deux moteurs. Le premier moteur, ce sont des licences puissantes. Lego s'appuie sur des univers extrêmement forts, profondément ancrés dans l'imaginaire collectif. Des univers qui ont déjà une base de fans, parfois sur plusieurs générations. Quand un set emblématique issu de ces licences disparaît des rayons, les fans ne disparaissent pas avec lui. Ils restent là, la demande ne s'éteint pas, elle se décale dans le temps. Par ailleurs, les Lego ne s'adressent plus seulement aux enfants. De plus en plus d'adultes, les AFOL, Adults Fan of Lego, se passionnent pour la brique danoise. La marque propose désormais des sets explicitement conçus pour eux, plus complexes, plus chers, plus symboliques, des sets sur l'art, l'architecture et d'autres. Le deuxième moteur, c'est la transmission générationnelle. Un set Lego ne s'adresse pas à une seule tranche d'âge, il circule dans le temps, des parents peuvent donc transmettre leurs souvenirs. Des adultes cherchent à racheter le set qu'ils n'ont jamais eu enfant, et des collectionneurs reconstituent des morceaux de leur histoire personnelle. Cette transmission, ça crée une demande qui ne dépend pas uniquement d'une mode passagère. Elle se renouvelle naturellement, génération après génération. Et c'est exactement la même mécanique qu'on retrouve sur d'autres actifs de collection, sauf qu'ici, elle est particulièrement bien huilée. Pourquoi? Parce que Lego maîtrise parfaitement deux choses. La première, c'est la qualité. Un set Lego peut traverser 20 ou 30 ans sans perdre sa capacité à être monté. La précision des briques est telle que des pièces produites dans les années 1960 s'emboîtent aujourd'hui encore parfaitement avec les nouvelles briques. Il faut bien comprendre aussi que Lego ne souffre d'aucune obsolescence technique. Il n'y a pas de technologie dépassée, pas de format incompatible, et cette qualité renforce la valeur des sets sur le long terme. La deuxième chose, c'est la rareté. La marque crée des sets iconiques et les retire avec un parfait sens du timing. Ni trop tard, quand plus personne n'en veut, ni trop tôt quand la demande n'existe pas encore. Ainsi, chaque année, Lego renouvelle massivement son catalogue. Rien qu'en 2023, environ 300 sets ont été retirés du catalogue officiel. Lego n'est pas dans une logique de nouveauté ponctuelle. C'est donc devenu une machine industrielle de rotation de l'offre. Des centaines de sets arrivent en rayon pendant que des centaines d'autres disparaissent définitivement. C'est cette rotation permanente qui alimente la rareté. Quand les produits désirables cessent brutalement d'exister en magasin, la frustration apparaît et à partir de là, il n'existe plus qu'un seul endroit pour les retrouver, le marché de l'occasion. Sur ce marché, le prix n'est plus fixé par la marque, mais par des acheteurs, entre eux, prêts à payer pour obtenir une boîte devenue introuvable. Et les prix peuvent flamber. Il faut toutefois être très clair sur un point. Tous les Lego ne prennent pas de valeur. Les sets basiques, produits en très grande quantité, sans univers fort ni rattachement particulier, peuvent se revendre, mais rarement avec une vraie performance. Et on va le voir maintenant, entre une boîte scellée, jamais ouverte, et un set monté avec soin, on ne s'adresse pas aux mêmes acheteurs. Mais avant de continuer, un mot pour ceux qui découvrent cette chaîne. Je m'appelle Nathan Pissarro, je suis entrepreneur et cofondateur de The Bitcoin Society. L'objectif de cette chaîne est de vous apporter des compétences et des connaissances sur des sujets liés à la finance, l'investissement et le business, afin de vous donner les armes et les informations pour comprendre. Nous avons également créé le club d'investissement Invest, qui vous permet de vous exposer aux meilleures opportunités d'investissement du marché, y compris les Lego. Si vous voulez rejoindre la liste d'attente du club en attendant une prochaine réouverture, vous pouvez le faire en description de la vidéo.
À ce stade, on pourrait croire que c'est simple. On achète un Lego, on attend et on revend plus cher. En réalité, c'est beaucoup plus subtil que ça. Quand on achète des Lego, on n'achète pas tous la même chose. Il n'existe pas un marché Lego, il en existe deux. Le premier, c'est le marché de la collection pure. Sur ce marché, ce que les acheteurs recherchent avant tout, c'est la boîte neuve, scellée, intacte et non ouverte. Ici, l'état de l'emballage ne fait pas qu'influencer sur la valeur. L'état est une partie de la valeur. La boîte n'est pas juste un emballage, elle fait déjà partie de l'actif lui-même. Et donc une boîte abîmée peut faire chuter le prix de 10 à 15% de sa valeur scellée, voire beaucoup plus. A l'inverse, une boîte scellée offre une certitude totale. En effet, on sait exactement ce qu'elle contient et elle est parfaitement comparable à toutes les autres boîtes identiques sur le marché. C'est ce marché-là qui concentre les prix les plus élevés. Sur une longue période, certains sets Lego retirés du catalogue affichent des rendements annuels autour de 11% par an. Pour vous donner un élément de comparaison, un ETF S&P 500, une valeur de bourse mondiale, délivre historiquement des performances autour de 7 à 9% par an. Mais attention, cette performance est très concentrée. En effet, chez Lego, c'est une petite minorité de sets qui va capter l'essentiel des gains et de la valeur pendant que beaucoup vont stagner, voire ne vaudront jamais grand-chose. D'une année à l'autre, les variations peuvent aller de moins 50% à plus 600% selon les modèles. Dans certains cas, on atteint même des rendements carrément stratosphériques. Je vous donne pour exemple le set Star Wars Cloud City, vendu environ 100 livres à sa sortie, s'est revendu récemment en plus de 2000 livres en boîte scellée. Autre exemple, le set Diagon Alley, acheté autour de 150 €, dépasse aujourd'hui les 400 € neufs. Et si vous possédez le set 2007 du Faucon Millennium, le vaisseau de Han Solo et Chewbacca dans Star Wars, je vous parle ici de 7541 pièces, un modèle qui fait presque 1 mètre de long. Vous avez alors le Lego le plus rentable au monde. Vendu à sa sortie 400 €, il vaut aujourd'hui neuf environ 13 500 €, soit un prix multiplié par 33 en 15 ans. Et certaines pièces ultra rares comme la Mining Mr Gold, vendue à l'origine pour quelques dollars, se négocient aujourd'hui autour de 2000 $ chez les collectionneurs, soit une augmentation de plus de 66 000%. Oui, ça peut faire beaucoup d'argent. En face, il existe un deuxième marché, très différent, c'est le marché de l'usage et de la nostalgie. Ici, un Lego peut avoir été ouvert. Monter, démonter, ce n'est pas un problème. Les acheteurs ne cherchent pas une boîte parfaite, mais un set complet, bien conservé, avec la notice et si possible, la boîte d'origine. Ici, on va acheter une expérience. Le plaisir de reconstruire un set mythique, de refaire ce qu'on n'a jamais pu faire en tant qu'enfant. C'est donc l'âme du petit garçon ou de la petite fille qui s'exprime, pas celle du collectionneur. Sur ce marché-là, un set peut tout à fait se revendre au-dessus de son prix initial d'achat. Mais la logique est différente. La valeur va dépendre de l'état réel du set, de la demande du moment et parfois de l'attachement personnel de la personne en face. Et surtout, il existe un plafond clair. Dès que la boîte est ouverte, on ne parle plus de décote, mais de changement de marché. Un set ouvert se négocie en moyenne 20% moins cher qu'un set neuf et scellé. C'est là que se situe la frontière entre les deux marchés. Et le problème, c'est que beaucoup de gens les confondent. Ils voient des sets scellés partir à des prix fous et pensent pouvoir faire pareil avec un set monté. Sauf qu'à partir du moment où la boîte est ouverte, on ne vise plus le même acheteur et on ne vise plus le même prix. Et ce choix-là, on ne le fait pas à la revente, on le fait bien avant, à un moment très précis. Le moment de vérité, c'est celui-ci. La boîte est là, chez vous, encore dans le carton d'expédition. Elle est neuve et parfaitement scellée. À ce moment précis, on pense pas au rendement. On pense à ce que ça fera d'ouvrir la boîte, à l'odeur du plastique neuf, au plaisir de monter ce set pièce après pièce. Et c'est là que les Lego deviennent un investissement à part. Avec cet actif, le principal risque n'est pas le marché, le principal risque c'est vous. Quand vous ouvrez la boîte, vous ne faites pas une bêtise, vous ne ruinez pas votre investissement, mais vous retirez définitivement ce set du marché de la collection pure pour le faire entrer dans celui de l'usage et de la nostalgie. On l'a vu, dès que la boîte est ouverte, la prime maximale disparaît. D'où cette vérité un petit peu ironique, avec les Lego, le rendement maximum est atteint par celui qui n'a jamais joué. Ceux qui obtiennent les meilleures performances ont renoncé au plaisir du montage. Ils n'ont jamais ouvert le coffret, ils ont résisté. C'est ce qui rend cet investissement si particulier. Sur la plupart des actifs financiers, on ne vous demande rien de tout ça. Une action, vous ne pouvez pas l'utiliser pour le plaisir de toute façon. Un lingot, c'est pareil, on peut le toucher et ça dormira dans un coffre. Même une œuvre d'art, finalement, on la regarde, on l'admire, on peut l'afficher chez soi, mais on ne la démonte pas sur le tapis du salon. Le Lego, c'est différent. Au final, Lego vous met face à un arbitrage profondément humain. Soit le plaisir immédiat, soit la valeur future. Certains ouvrent la boîte sans hésiter, profitent du set et acceptent un rendement plus modéré. C'est cohérent. D'autres n'ouvrent jamais, ils stockent, ils attendent et ils visent la prime maximale. Les Lego, un petit peu comme le Bitcoin, sont un excellent révélateur de votre rapport au temps. Alors, si vous étiez dans cette position,
que feriez-vous? Est-ce que vous préférez renoncer maintenant pour peut-être gagner plus tard ou assumer pleinement le plaisir ici et maintenant? Dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt team joueur ou team collectionneur. Quand on regarde ceux qui réussissent sur les Lego, un point revient toujours. Ils ne cherchent pas l'originalité, ils cherchent la durabilité. Les sets qui performent le mieux sont ceux qui s'appuient sur des univers profondément ancrés dans la culture populaire. Des univers qui parlent à plusieurs générations en même temps. Star Wars, Harry Potter, Disney, Marvel, les grandes sagas. Mais aussi des thèmes intemporels, comme les villes et les monuments, des sets comme le Taj Mahal, la Tour Eiffel, le Colisée ou la gamme architecture qui représentent des lieux connus dans le monde entier. Des objets qui parlent donc autant à quelqu'un de 20 ans qu'à quelqu'un de 50 ans. Même logique pour certains véhicules devenus cultes, la Porsche 911, le combi Volkswagen ou la Bugatti. Et puis il y a des scènes immédiatement reconnaissables. Diagon Alley, Mos Eisley ou encore certaines versions de Poudlard. Des scènes qui existent dans l'imaginaire collectif bien au-delà du set lui-même. Alors pourquoi ces univers-là plus que d'autres? Parce qu'ils ne dépendent pas d'un effet de mode, ils existent avant le set et continuent d'exister après le set. On les reconnaît immédiatement, le public est mondial. A l'inverse, les thèmes qui seront trop liés à une tendance passagère, à un film sans héritage ou à une esthétique très datée ont souvent beaucoup plus de mal à traverser le temps. Quand l'émotion collective disparaît, la demande disparaît souvent avec. Et les investisseurs le savent. Évidemment, investir dans les Lego n'est pas sans contrainte. Un Lego, ça ne verse pas de dividendes. Ça ne se loue pas et ça prend de la place. Il faut stocker les boîtes, les protéger de l'humidité, éviter les chocs, conserver l'état impeccable de l'emballage. La revente demande elle aussi de la patience. Il faut trouver le bon acheteur, il faut accepter que certains sets se vendent vite et d'autres beaucoup plus lentement. À ce stade, une chose doit être très claire. Oui, investir dans les Lego peut rapporter gros, mais ce n'est ni automatique ni magique. Le rendement ne dépend pas seulement du set que vous choisissez, du moment où vous achetez ou du prix auquel vous revendez. Il dépend surtout de la stratégie que vous adoptez dès le départ. Si vous achetez en pensant investissement, mais que vous agissez comme un collectionneur nostalgique, vous risquez d'être déçu. Si vous achetez en assumant le plaisir, en sachant que le rendement sera plafonné, vous ne serez pas frustré. Vous l'aurez compris dans cette vidéo. Il y a une autre raison pour laquelle les Lego fascinent autant en tant qu'investissement. Une raison dont on parle très peu. Les Lego ne sont pas un actif financier. Ils ne dépendent ni des taux d'intérêt, ni des banques centrales, ni des décisions politiques, ni des marchés boursiers. Quand la bourse chute, un Lego reste un Lego. Quand les taux montent, une boîte scellée ne change pas. Quand les marchés paniquent, les briques, elles, ne paniquent pas. Les Lego évoluent en dehors de la finance abstraite, ils existent dans le monde réel. Un set Lego, c'est un objet physique, c'est visible, compréhensible, on peut le prendre dans ses mains. Sa valeur ne repose pas sur un indicateur macro, mais sur une question beaucoup plus simple. Est-ce que quelqu'un, quelque part, le désire encore? Et ce désir-là ne disparaît pas avec une crise. Il est culturel, émotionnel et générationnel. Alors, si ce type d'investissement vous parle, si cette idée d'actif ancré dans la nostalgie et l'émotion vous intrigue, j'ai exploré une logique similaire dans une autre vidéo, mais avec un tout autre objet de notre enfance, les cartes Pokémon. Si cette vidéo sur les Lego vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner. La connaissance est le seul actif qui ne se dégrade pas avec le temps. Et c'est exactement ce que l'on construit ici, un endroit où l'on apprend, où l'on comprend et où l'on devient plus libre.